Ludovic Payet a fait le choix tout à fait judicieux de placer les travaux de cette journée dans les réflexions dans une double direction, à la fois d'étudier le projet de codification français dans la perspective du droit comparé et également de l'étudier à l'heure européenne. Double orientation qui nous a conduit à prendre du recul, sur le projet français et de nous laisser éclairer par les regards venus de l'extérieur de la France, mais intérieur à l'Union européenne tout d'abord, et puis extérieur également à l'Union européenne. Et l'articulation de ce projet de codification nationale avec le droit international privé de l'Union européenne a bien évidemment été au cœur de toutes les discussions de la journée. Mais de manière très intéressante, les contributions à cette journée ne se sont absolument pas limitées à cet aspect, mais ont abordé un très grand nombre d'autres points de ce projet de code. Donc le moment est venu de dresser le bilan de la journée. Le projet de code est-il parvenu à convaincre les milieux académiques européens et extra-européens? Et quelle a été la réception de ce projet par les collègues étrangers au cours de la journée? Alors, à vrai dire, la question est nécessairement un peu biaisée, puisqu'il était assez difficile d'imaginer que les collègues invités, dont la plupart sont des amis, viennent ici pour s'exprimer dans des termes tout à fait hostiles à ce projet de code. Et je ne pense pas qu'ils avaient l'intention d'apparaître ici comme des donneurs de leçons venus de l'étranger. Donc, je pense qu'effectivement, la question est un peu biaisée. Mais en même temps, il n'y a pas non plus de complaisance de leur part, et je pense que c'était très, très appréciable. Alors, que retenir en synthèse? Je pense qu'il est assez difficile, voire vain, d'essayer de synthétiser cette journée qui a été très riche en termes d'analyse, de propositions, de critiques. J'avais préparé un petit tableau comparatif que j'ai rempli au fur et à mesure qu'on a avancé dans les discussions, avec une colonne qui portait sur les louanges, une colonne sur les critiques, une colonne sur les suggestions d'amélioration. Et mon tableau est assez long maintenant au terme de cette journée. Et on voit notamment un certain nombre de points de convergence qui apparaissent. Et pour ne citer que quelques points qui ont été abordés par plusieurs intervenants, je pense tout d'abord à la stimulation intellectuelle qui est liée à un projet de codification, c'est-à-dire cette source de réflexion et de discussion pour la matière en France, mais aussi ailleurs dans d'autres pays. Cela a été souligné par plusieurs. Beaucoup ont souligné la grande qualité du livre 3 sur la procédure, l'originalité, le grand intérêt de ce projet sur ce terrain-là. Plusieurs ont regretté l'absence d'une clause générale d'exception, alors que le souci de la flexibilité est pourtant présent dans le code. Plusieurs ont souligné le caractère extrêmement courageux et ambitieux du projet de code, ambitieux en ce sens où il vise à être très complet sur les différentes matières couvertes. Et en même temps, il y a eu beaucoup de lacunes qui ont été soulignées. Et ça, c'est le paradoxe, parce que tout le monde a dit c'est incroyable comme ce texte est vaste. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui comme lacunes vraiment problématiques qui apparaissent lorsqu'on commence à y réfléchir. Et ça confirme, et le groupe de travail l'a très clairement expliqué, que évidemment une prétention à l'exhaustivité est totalement impossible. Plusieurs se sont interrogés sur la nationalité et notamment comme critère de compétence, donc le privilège de juridiction. Pour être tout à fait honnête, mon petit tableau, je l'avais pré-rempli sur cette rubrique parce que je savais que ça allait être souligné. Évidemment, c'était prévisible. Il y a aussi plusieurs, j'ai noté, qui ont souligné la grande insécurité juridique qui va être liée à la règle du renvoi telle qu'elle a été proposée. Je pense que ça, c'est un point aussi important à prendre en considération. Bon, je pourrais continuer parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais je pense que je ne pourrais pas vraiment apporter une synthèse en faisant justice à la richesse des débats. Ce que je vais faire à la place, c'est que je voudrais me concentrer sur deux points
mettre l'accent sur 2 points particuliers qui me tiennent à cœur. Et tout d'abord, je voudrais ici revenir sur les objectifs généraux de ce projet de codification. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec ce projet de codification? Ça sera mon premier point. Et ensuite, compte tenu de l'orientation comparatiste et européenne, je voudrais me focaliser sur la question de l'articulation avec les sources internationales et européennes, qui était évidemment au cœur de la journée. Alors d'abord, les objectifs de la codification. Donc si on reprend le rapport du groupe de travail qui accompagne le projet, on peut lire: la codification est destinée à améliorer l'accessibilité, la lisibilité du droit international privé français, contribuant ainsi à l'attractivité de notre système juridique à l'étranger en constituant un corpus de règles claires et cohérentes. Alors, je retiens 2 grands objectifs majeurs qui sont d'un côté l'amélioration de l'accessibilité, de la lisibilité, bien entendu, et de l'autre l'amélioration, le renforcement de l'attractivité du système français. Et pour analyser ces 2 objectifs, je voudrais prendre comme point de départ des réflexions l'exemple d'une décision qui a été rendue par la Cour suprême de la République de Maurice, une décision qui date de 2012 et qui concerne la question de la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Alors, c'est une affaire une affaire très classique en matière contractuelle, qui portait sur l'exécution à Maurice d'un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné un débiteur mauricien à payer une certaine somme d'argent à un créancier français. Et ce qui est intéressant, c'est le raisonnement de la Cour suprême mauricienne. Parce que la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle fait? Dans un premier temps, elle se réfère au Code de procédure civile mauricien. Ensuite, elle se réfère à son propre arrêt de principe de 1940, je ne sais plus, 49, qui pose les différents motifs de refus de reconnaissance. Et ensuite, la Cour poursuit, et c'est la position toujours appliquée aujourd'hui, c'est la position de la Cour suprême. La Cour poursuit en expliquant qu'il faut également se référer aux principes directeurs posés par la Cour de cassation française dans son arrêt Munzer de 1964. Ce qui veut dire elle se livre en 2012, et de manière constante depuis, à l'application des 5 conditions de régularité posées par l'arrêt Munzer en 1964, et en d'autres termes, sans tenir compte de l'évolution postérieure de la jurisprudence française. Et pour l'interprétation de ces conditions, la Cour se réfère à la doctrine française, et on y voit notamment une référence au traité de Batifolle dans sa 4e édition, et aussi à l'encyclopédie Dalloz, Verbo jugement étranger, et où on voit d'ailleurs que l'arrêt Cornelissen de 2003 était bien présenté et expliqué. Mais à aucun moment, la Cour mauricienne ne s'explique sur cette pétrification de la jurisprudence française à laquelle elle se réfère. Et je pense que cet exemple mauricien est assez intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, il montre bien qu'on peut douter, en l'état actuel du droit français, de l'accessibilité pour les praticiens étrangers du droit international privé français de sources jurisprudentielles. Et on voit aussi que les écrits doctrinaux ne suffisent pas nécessairement à combler cette difficulté. Ensuite, je pense que l'exemple atteste de l'attractivité du droit international privé français, et ceci alors qu'il n'est pas codifié. Même non codifié, il est attractif. Et donc, on peut s'interroger d'abord sur l'intérêt que présente cette attractivité pour nous. Qu'est-ce qu'on a à y gagner vraiment? Et est-ce que la codification réellement la renforcerait? Et enfin, l'exemple illustre également et peut-être surtout les difficultés auxquelles peut conduire cette technique de référence à une source extérieure, puisque le risque est évidemment de figer l'état de droit lorsque la source extérieure évolue, alors que la position nationale reste figée. Alors ça, c'est un point qui me paraît très important, et je vais y revenir dans la seconde partie de ma présentation. Auparavant, je voudrais rester sur les grands objectifs qui sont affichés par ce projet de codification, l'accessibilité, la lisibilité, puis l'attractivité.
Alors, accessibilité et lisibilité, tout d'abord. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, bien entendu. Alors, qui est la cible de ce code? Le groupe de travail a expliqué que le projet s'adresse tout particulièrement à ceux qui pratiquent le droit international privé français sans en faire un axe majeur de leur pratique. Et il me semble effectivement, pour les utilisateurs non spécialistes, qu'ils soient français ou étrangers, une meilleure accessibilité, une meilleure lisibilité serait tout à fait souhaitable. Et je ne pense pas que certaines solutions alternatives y apporteraient la même réponse qu'une codification. On avait évoqué une simple circulaire administrative, on a évoqué la référence aux manuels, les traités, on a évoqué aux codifications dans les différents codes, code civil, code de procédure civile, code de commerce, qui pourraient être enrichis avec des innovations proposées par le projet. Tout cela, ça ne me convainc pas totalement en termes de lisibilité, puisque je pense justement que cet éclatement actuel n'est pas très lisible. Et donc, une codification d'ensemble me paraît apporter effectivement, a priori, une meilleure lisibilité, et ça répondrait donc à cet objectif affiché. Cela y répondrait à la condition toutefois, condition que le projet actuel puisse être modifié. Puisse être modifié sur toute une série de questions pour intégrer justement toutes les critiques, toutes les suggestions d'amélioration qui ont pu être formulées dans différents écrits, dans des colloques, dans la journée d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu beaucoup de propositions. Et pour en reprendre juste quelques points qui me paraissent importants à prendre en considération, il y a eu, pour ne prendre qu'un thème qui a été beaucoup discuté aujourd'hui, c'est la question des droits réels. Donc là, je pense qu'on peut faire peut-être mieux. Personnellement, je pense aussi, si on veut vraiment améliorer l'accessibilité, il faut absolument codifier de manière explicite les règles ordinaires de compétence directe. On ne peut pas juste renvoyer aux règles de la compétence territoriale interne, parce que si on s'adresse aux non-spécialistes, il faut être lisible et accessible, et donc les règles les plus importantes de la compétence directe doivent être formulées clairement. Mais je pense aussi, le sujet me paraît assez important, aux nombreuses conventions bilatérales. Là encore, on en a beaucoup parlé, notamment ce matin. On a pu dire que c'est une forme de spécificité française. On a un très grand nombre de conventions bilatérales avec beaucoup de pays différents. Et selon les explications du groupe de travail, donc, il est apparu donc qu'une démarche exhaustive est irréaliste. Et puis, de toute façon, c'est très difficile de savoir aujourd'hui, de manière certaine, l'état exact de la situation. Et donc, le projet se contente de cette clause de renvoi général, la supériorité des sources internationales. Et on évoque peut-être une annexe qui pourrait être élaborée pour avoir une liste de traités à prendre en considération. Alors, de mon point de vue, si on veut prendre cet argument de la meilleure accessibilité et lisibilité au sérieux, si c'est ça la justification de la codification, on ne peut pas s'en contenter. Il faut que le projet de code aille là où on en a le plus besoin. C'est là où actuellement on est dans la confusion assez préoccupante. Et si même le groupe de travail trouve ça difficile de savoir quel est l'état exact, mais qui peut le savoir? C'est certainement pas le praticien non spécialiste. Et donc, si on renvoie à une annexe, mais cette annexe est adressée par qui? Si le groupe de travail pense qu'on ne sait pas très bien quelles sont ces conventions en vigueur, etc., mais qui pourrait le savoir mieux? Certainement pas les éditeurs privés. Le ministère, peut-être oui, mais Cyril nous a dit, mais lequel? Donc là, je pense que ça ne va pas, ce n'est pas satisfaisant, cette situation-là. Et je pense que le code n'a une justification que si on ne se contente pas des domaines
qu'on maîtrise, mais qu'on va aussi là où justement on patauge dans le noir actuellement pour un certain nombre de relations bilatérales. Bon, il y a eu d'autres points qui ont été évoqués, coexistence entre domicile, résidence habituelle, simple résidence, on en a parlé à l'instant, donc je n'y reviens pas. Mais je pense que là, il y a quand même des améliorations qui sont apparues dans les discussions qu'il faut pouvoir intégrer. Et là, je voudrais insérer une petite parenthèse sur la méthode législative employée par le ministère. Lors de la présentation du projet de texte devant le Comité français de droit international privé, j'ai eu le sentiment qu'avec la publication du projet, le texte était figé. Et tout à l'heure, quand Cyril évoquait le terme avant-projet, je pense que ça aurait été effectivement largement préférable. Il y avait un sentiment d'un texte, un projet ficelé, figé. Certes, on a évoqué la consultation publique, mais à aucun moment le ministère n'a communiqué sur la procédure qui était envisagée pour tenir compte des réactions. Il manque vraiment ici une feuille de route, je ne sais pas, une explication sur les différentes étapes à venir. Et là, la comparaison avec les États-Unis est particulièrement instructive. Paul Lagarde avait déjà cité l'exemple suisse, très, très intéressant aussi, mais là, avec le processus du troisième restatement, on a un autre modèle avec un processus très, très clairement identifié qu'on n'a pas du tout ici. Parce que si on a des observations, des suggestions d'amélioration, mais qui va les intégrer? Est-ce que c'est le même groupe de travail, un autre groupe de travail? Est-ce que c'est la chancellerie ou personne? Et à cela s'ajoute aussi le cadre temporel qui était visé, puisqu'on a parlé de la loi sur la justice, c'est-à-dire que c'était une échéance extrêmement brève. Et ça ne laissait guère le temps pour une analyse en profondeur d'un texte quand même monumental. Et cette précipitation a pu être critiquée, et à mon avis, elle a été critiquée à raison. Et je pense que des journées comme aujourd'hui sont d'une très grande richesse en termes de propositions d'amélioration. Et il faut pouvoir en tenir compte. Et je crois que là, on est vraiment face à une erreur de stratégie de la part du ministère qui est très préjudiciable au projet. Je ferme ma parenthèse. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers l'attractivité, l'objectif d'attractivité du système juridique français. Alors, cet objectif d'attractivité, ça a quelque chose d'un slogan. Un slogan qu'on affiche comme ça, sans vraiment s'interroger sur ce que ça veut dire. Et je pense que lorsqu'on discute d'un projet aussi ambitieux qu'une codification, il ne faut pas seulement discuter les règles qui peuvent figurer dans ce code, il faut aussi s'interroger sur les grands objectifs et notamment cette attractivité. Est-ce que c'est vraiment un objectif en soi? Attractivité pour qui? Et attractivité pour quoi faire exactement? Qu'est-ce qu'on veut? Attractivité pour qui? Alors, si c'est pour négocier les textes européens, oui, mais il ne reste pas beaucoup de textes à adopter. Il y a quand même les grands axes. Certes, il y a l'affiliation, il y a les droits réels, il y a un certain nombre de choses qui restent, mais ça ne justifie pas nécessairement une codification de tout le DIP. Négociation sur le plan multilatéral à La Haye, on peut aussi renforcer l'influence française en envoyant des délégations plus nombreuses, mieux préparées. Bon, ça, on l'a proposé. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait cette... Mais cet argument paraît assez... Effectivement, on n'a pas nécessairement besoin d'un code pour faire ça. Mais alors, peut-être qu'il y a une attractivité aussi au-delà qui est visée. Et alors, au-delà, c'est quoi? Et aujourd'hui, les regards qu'on a eus de l'extérieur de l'Union européenne n'étaient pas des pays qui étaient des anciennes colonies françaises. Et là, donc là, je me demande aussi quelle attractivité pour qui? Et vous le savez peut-être, en France, à l'heure actuelle, se multiplient les voix qui constatent que la France n'a pas encore suffisamment conceptualisé son passé colonial. Et que du coup, il y a aussi quelques interrogations, puisque si on se place dans une approche décoloniale du droit international privé, si on veut être attractif, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut conserver une influence sur des États étrangers, peut-être notamment sur les États issus de la colonisation française? Alors,
ne me méprenne pas, hein. Je n'accuse évidemment pas le groupe de travail d'ambition postcoloniale. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut quand même réfléchir sur attractivité. Qu'est-ce qu'on entend par là lorsqu'on a un tel projet de codification, ou au moins lorsqu'on affiche l'attractivité comme un objectif, une justification de la codification. Et là, l'exemple mauricien est assez parlant aussi, parce que le droit mauricien est issu d'une double colonisation. D'abord la colonisation française, puis la colonisation britannique. Et on peut peut-être se réjouir que Maurice reste attaché à la tradition française du droit international privé, mais on peut aussi s'interroger, parce que est-ce que c'est si légitime que soit? Est-ce que c'est si légitime en soi? Et quels sont les ressorts derrière cette volonté des États à marquer de leur tradition les États étrangers? Alors, Gianpaolo a parlé tout à l'heure d'eurocentrisme, c'est peut-être ça aussi qui peut ici intervenir. Alors, est-ce que c'est une stratégie post-coloniale des anciennes puissances coloniales? Est-ce que c'est la volonté de favoriser les échanges internationaux de la France en les plaçant sous l'empire de la tradition juridique française, ce qui accorde inévitablement un avantage aux entreprises françaises, puisque évidemment ils évoluent dans un milieu qui leur est familier. Est-ce que c'est plutôt de vouloir promouvoir les valeurs fondamentales sur lesquelles est bâtie la société française, droits fondamentaux, liberté, égalité, état de droit? J'ai cru comprendre que pour une grande partie, le groupe de travail s'est plutôt placé de ce point de vue-là, parce qu'on a affiché la volonté aussi de promouvoir la garantie des droits fondamentaux, mais je crois que c'est ça certainement qui était au cœur de la préoccupation, au moins dans le domaine des personnes et de la famille. Mais en même temps, le projet ne se limite pas à promouvoir les valeurs fondamentales de la société française. Donc, en fait, on veut séduire, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et donc, je pense que pour que cet objectif de l'attractivité soit porteur et puisse vraiment servir de justification à une codification, encore faut-il qu'on comprenne exactement le contenu, ce qu'on veut attractif, pourquoi faire exactement. Voilà. Et donc, je crois que ça mérite quand même un tout petit peu de réflexion qui doit être encore menée. Je passe à mon second point, c'est-à-dire la question au cœur de tout, c'est-à-dire l'articulation entre le projet français et les sources européennes et internationales. Alors, on est à l'heure européenne, on l'a dit à maintes reprises, et donc il faut évidemment apprécier le projet français à la lumière de l'impossibilité de réaliser une codification du DIP européen à court terme, mais aussi à moyen terme, voire à long terme. Et il me semble que dans ces conditions, une codification nationale mérite d'être envisagée dès lors que cette perspective d'une codification européenne elle n'est certainement pas imminente, elle n'est peut-être tout simplement pas du tout envisageable à moyen voire long terme. Mais évidemment, tout cela doit s'insérer dans le cadre existant. Et donc, on a beaucoup parlé des clauses d'articulation que le projet comporte. Et je pense que dans l'ensemble, ici, les appréciations étaient plutôt positives au cours de la journée. Il y a eu des propositions d'amélioration, il y a certaines lacunes qui ont été soulignées, mais dans l'ensemble, je pense que les regards étaient plutôt positifs. Je pense qu'ici, il y a deux grandes difficultés. Hein. Il y a d'abord le problème de la non-exhaustivité de la coordination. Donc, il y a la technique des renvois, mais le projet combine différentes approches. J'ai déjà souligné mes regrets sur la place des conventions bilatérales, donc ça, je ne vais pas le redire. On a aussi souligné à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment, la question des conventions multilatérales, notamment les conventions de l'AE, et je pense donc à la convention, on a cité la convention de l'AE sur les contrats d'intermédiaire, on a parlé des conventions de l'AE sur les enlèvements, sur les adoptions. Donc certaines conventions sont citées, d'autres ne le sont pas, on ne sait pas bien exactement. Et c'est ça, du point de vue de la lisibilité, je pense que c'est un peu problématique. C'est difficile d'avoir une approche parfaite, mais je pense que ça interroge quand même.
L'autre grande difficulté ici avec l'articulation, c'est le problème de l'évolution extrêmement rapide d'un côté de la législation européenne, mais peut-être là, l'évolution n'est pas si rapide que ça, mais surtout de la jurisprudence de la Cour de justice. Et donc là, il me semble que le risque d'une pétrification du droit, lorsqu'on se sert de ces clauses de renvoi, est un risque important. Et je pense que l'exemple mauricien montre assez facilement à quel point ça peut être fâcheux d'avoir une référence ainsi à un corps étranger qui évolue lorsque la référence nationale reste figée. Alors, selon le groupe de travail, ça suppose un travail de veille, de suivi. Et je suis tout à fait d'accord que cet argument de la pétrification n'est pas absolu, ce n'est pas un obstacle absolu. Tout dépend du pays. Tout dépend du pays et du contexte. Alors, on a entendu parler du législateur italien qualifié de paresseux. Concernant la France, j'avoue que je suis franchement dubitative. Je vois l'exemple en Allemagne, où en Allemagne, le ministère de la Justice travaille en très étroite collaboration avec le Deutscher Rat für internationales Privatrecht afin d'assurer en permanence l'actualisation de la législation allemande, et je pense que ça fonctionne assez bien en Allemagne. En France, je suis pas au courant de ce type d'initiative, et ce que je vois simplement dans l'expérience française, c'est que lorsqu'il s'agit de transposer des textes européens, au mieux en France, on les transpose en dernière minute, plus généralement, on les transpose avec du retard, et ça crée une très grande insécurité juridique. Et il y a aussi des exemples concrets. Prenez l'exemple du règlement Rome 3 sur le divorce et pensez à la règle sur la forme du choix de la loi applicable. En France, on n'a posé aucune condition de forme en plus des formes minimales du règlement. Et on peut se demander pourquoi. L'Espagne a une exigence de forme spécifique, l'Allemagne en a une, en France on n'a rien. Alors est-ce que c'est parce qu'on vraiment on pense en France qu'on n'a pas besoin d'une forme supplémentaire? J'en doute, parce que je trouve que le formalisme est particulièrement léger. Donc, est-ce que c'est par manque de suivi? Peut-être, et c'est fâcheux. C'est quand même fâcheux, le règlement est quand même pas tout récent. Donc, j'avoue que je suis assez pessimiste sur notre capacité à assurer l'actualisation de manière à garantir la fiabilité du code. Alors, on a pu suggérer des formules, un peu des formules qui expliquent que les renvois se veulent dynamiques. Gustavo a évoqué que c'est un renvoi à l'instrument cité au celui qui le remplace. Mais c'est pas très satisfaisant. Dans ces conditions, l'objectif de l'accessibilité, de la lisibilité est totalement manqué. Autant y renoncer d'emblée. Donc, il faut un groupe de veille législative, absolument, et qui doit être attentif aux besoins d'adaptation. C'est indispensable. Est-ce qu'on va y arriver? Pour ma part, je suis sceptique, et je pense que si ce problème-là n'est pas réglé, la codification n'apporterait pas vraiment un progrès en termes d'accessibilité, de lisibilité pour le non-spécialiste. Et donc, je pense que l'enjeu est très, très important, et si on ne veut pas douter de l'opportunité de codifier aujourd'hui à l'européenne, il faut vraiment trouver les moyens pour assurer ce suivi-là. Voilà, il est temps, mon temps expire, il est temps de conclure ces quelques réflexions conclusives. Et à vrai dire, je pense qu'il ne faut pas conclure en réalité. Ou plus exactement, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour conclure. Il est beaucoup trop tôt parce qu'une réflexion sur la codification nécessite du temps. Et à mon sens, aujourd'hui, le processus n'a pas encore atteint son stade de maturité. Il faut continuer à réfléchir. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, les contributions que nous avons entendues aujourd'hui ont apporté une pierre significative à cette réflexion, avec beaucoup de propositions. Et donc, je voudrais terminer en remerciant tous nos collègues étrangers pour les analyses extrêmement constructives qu'ils ont formulées tout au long de la journée. Je vous remercie.
Merci beaucoup Sabine, merci à tous pour votre présence tout au long de la journée. Merci à chacun des intervenants, merci à Bastien Savin, Lise Barra et à Yacine Chatou. Merci aux professeurs Nishitani et Chris Whitehock qui ont accepté d'intervenir à distance et avec qui je n'ai pu échanger jusqu'à présent que par mail interposé. Voilà à quoi je ressemble puisque je ne suis pas apparu avant à la caméra. Je signale simplement que je solliciterai prochainement les intervenants pour qu'ils puissent coucher par écrit non seulement les réflexions qu'ils ont tenues aujourd'hui, mais qu'ils puissent éventuellement les compléter et que chacun puisse prendre ensuite le temps de la réflexion, puisque Sabine l'a dit, le temps de la codification est un temps que nous ne maîtrisons pas dans la mesure où nous ne connaissons pas le terme du délai dans lequel cette codification parviendra à échéance. Merci encore à tous. Et à bientôt, j'espère, à distance ou en présentiel. Au revoir.